Euh, il nous semble que c'est une perspective assez intéressante d'avoir une entreprise du secteur comme EDF et qui est effectivement un financeur, parce on sait que c'est deux secteurs d'activité qui sont particulièrement importants dans la régulation mondiale, que ce soit le secteur énergétique autour des enjeux de l'énergie comme bien commun. Ça suscite beaucoup d'interrogations. Et puis évidemment le secteur financier comme levier en fait de la transformation pour un monde, sans vouloir être grandiloquente, plus juste et plus écologique. On a la chance aujourd'hui d'avoir deux intervenants qui travaillent depuis de nombreuses années en fait à la mise en œuvre de la RSE, qui ont une implication assez importante aussi dans les cénacles qui pensent ces évolutions. Pierre, vous ne pouvez pas le voir, mais Pierre lève un peu les sourcils, mais voilà, vous savez que c'est un sujet qui fait l'objet de nombreuses discussions autour de est-ce qu'il faut de la réglementation, est-ce qu'on encourage plutôt les pratiques volontaires. Donc on est vraiment là au cœur du sujet avec deux entreprises françaises, puisque le devoir de vigilance, c'est un concept qu'on retrouve dans d'autres textes internationaux, mais la particularité de la France et des entreprises françaises, c'est d'être soumise à une loi pour le mettre en œuvre. Donc, ce matin, l'idée, c'est de voir concrètement, en fait, comment deux entreprises se sont emparées de cette nouvelle obligation. Pour ceux qui connaissent le texte de loi, vous avez dû vous rendre compte que c'est pas une obligation facile à mettre en œuvre et qu'elle est assez, je pense, révolutionnaire, en fait. Voilà, donc dans un premier temps, Pierre Mazot de EDF vous expliquera comment son entreprise a mis en œuvre cette loi et comment elle s'articule avec les autres outils qui sont déjà en œuvre. Donc Pierre Mazot, ce que je vous disais, participe depuis très longtemps à la réflexion sur la RSE. On est des dinosaures tous trois des dinosaures de ce sujet. Il a présidé la commission de l'AFNOR qui a travaillé sur l'ISO 26000. Il a lui-même présidé un groupe. Il a lui-même présidé effectivement un groupe de travail de l'ISO sur les sept questions centrales. Et il est, comme Madame Rechatin, membre de Entreprises pour les droits de l'homme. Et donc, dans une seconde partie, on aura une intervention de Madame Cécile Rechatin, qui, elle aussi, a une grande expertise sur ces sujets-là, et qui est plus particulièrement intéressante, puisqu'elle travaille depuis très longtemps sur l'évaluation, en fait, des projets du secteur financier, que ce soit quand elle travaillait à la COFAS ou maintenant qu'elle travaille à la Société Générale, l'évaluation environnementale et sociale des projets financiers. Donc voilà, je laisse la parole à Pierre Mazot pour nous expliquer comment EDF a mis en œuvre le devoir de vigilance. Oui, alors la charge. Bonjour à tous et à toutes. Alors c'est vrai qu'en 20 minutes, je crois, on va essayer de donner quelques éléments hein, pour voir comment, effectivement, déjà mieux connaître un peu nos entreprises respectives et puis voir un petit peu quelles sont les problématiques auxquelles on a eu à faire face, en sachant, comme l'a rappelé Natacha, que en fait, on partait pas de rien et que finalement, cette loi de devoir de vigilance était un petit peu la prolongation de notre réflexion. Et je crois que les entreprises, en tout cas les entreprises d'entreprises pour les droits de l'homme, ont vu plutôt dans cette loi plus une opportunité qu'une contrainte, et notamment une opportunité de faire travailler les différentes directions de l'entreprise autour de ces sujets, ce qui n'était pas forcément évident au départ.
J'essaye de faire défiler les slides. Alors, quelques éléments sur EDF. EDF, c'est l'opérateur historique de l'électricité en France, puisqu'elle a été créée en 1946 pour donc avoir cette mission de service public qui était de produire, distribuer l'électricité dans tout le pays. Et puis à partir de 2007, l'entreprise qui était un établissement public est devenue une ESA et est entrée donc dans la concurrence. Et en contrepartie, on a eu la possibilité aussi de se développer à l'international, beaucoup plus que par le passé. Et aujourd'hui, donc, EDF est une entreprise cotée, même si l'État est encore largement majoritaire dans le capital, et est présente dans 23 pays dans le monde. On a 37 millions de clients, 71 millions de chiffres, 71 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 160 000 collaborateurs. Donc c'est aussi ce caractère international de notre activité qui fait qu'aujourd'hui les risques sont des risques effectivement nouveaux. Plus on va dans des pays nouveaux et notamment par le biais d'une de nos filiales qui s'appelle EDF Énergie Nouvelle où on développe des projets en termes d'énergie renouvelable, que ce soit le solaire ou le solaire, l'éolien. Et puis alors sur des gros projets, j'en évoquerai un tout à l'heure en Afrique, qui est le projet d'un barrage au Cameroun, qui a effectivement des conséquences beaucoup plus importantes en matière sociale et environnementale. Donc la stratégie d'EDF, en fait, c'est de rester plus exactement le premier électricien mondial, avec des points forts en Europe, en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Belgique, et puis surtout donc d'être le leader de la production d'électricité bas carbone, puisque grâce à notre mix énergétique basé sur le nucléaire et les énergies renouvelables, on a un kilowattheure qui est particulièrement peu carboné, et effectivement, petit à petit, on se désengage notamment du charbon. Et puis, effectivement, on se développe aussi dans les secteurs énergétiques. Et on pense que l'électricité peut être un vecteur de développement économique dans une économie décarbonée. Donc les objectifs, c'est effectivement aussi d'être plus près de nos clients, de développer les énergies renouvelables de façon très très large, et puis aussi de se développer à l'international. Alors pour ça, il y a 2 ans, on s'est fixé 6 objectifs qu'on a appelés des objectifs de responsabilité d'entreprise. Un petit peu aussi en regard des objectifs de développement durable, même si les objectifs de développement durable ne s'adressent pas directement aux entreprises et surtout ne peuvent pas se substituer à la RSE, qui est quand même d'essayer de minimiser ses impacts négatifs et de maximiser ses impacts positifs de son activité. Et donc ces 6 objectifs de responsabilité d'entreprise, c'est effectivement d'utiliser l'efficacité énergétique et d'innover pour que nos clients puissent consommer mieux. Il y a un objectif qui est un objectif un peu transverse sur le dialogue et la concertation, qui est d'organiser de façon systématique, chaque fois qu'on a un nouveau projet, une démarche de dialogue et de concertation transparente et contradictoire autour de chaque nouveau projet. Et puis, il y a un certain nombre d'objectifs qui sont plus des objectifs environnementaux. Alors, c'est peut-être moins le sujet aujourd'hui, bien que dans le plan de vigilance, effectivement, le focus peut-être de ces webinaires sont plus sur les droits de l'homme, mais les atteintes à l'environnement sont aussi un des sujets du plan de vigilance. Et on sait que des grands projets peuvent avoir des conséquences sur la biodiversité, sur le changement climatique. Et là, à la dernière Assemblée Générale qui a eu lieu la semaine dernière, notre président a pris l'engagement de réduire nos émissions de CO2 de 40% d'ici 2030, alors qu'elles sont déjà très basses.
Un objectif qui serait un objectif RH qui reprenne un peu toutes les meilleures pratiques des grands groupes industriels en matière de développement humain, aussi bien sur les questions de santé, sécurité, diversité, promotion sociale, protection sociale, couverture sociale. Et puis, quelque chose qui est un petit peu spécifique à notre activité, mais peut-être que dans la banque, on rencontre un peu les mêmes soucis, qui est chez nous la problématique de la précarité énergétique, puisque en France, on considère qu'il y a à peu près 5 millions de foyers qui ont des difficultés pour payer leur facture d'électricité. Et je pense que aussi dans la banque, il y a aussi beaucoup de foyers qui sont en surendettement, qui ont aussi des difficultés. Alors, pour en venir à notre sujet qui est l'application de la loi devoir de vigilance, alors effectivement, on a eu relativement peu de temps en fait entre le vote de la loi, donc en mars 2017, et puis la publication du document de référence dans lequel on a fait réaliser notre premier plan. Donc, je crois que toutes les entreprises on était un petit peu là, c'est-à-dire qu'on a été un petit peu frustrés par le fait qu'effectivement, d'abord, dans un document de référence, on n'a pas forcément énormément de place pour pouvoir dire tout ce qu'on a à dire. On avait peu de temps et donc un certain nombre de choses qu'on trouve dans la loi, notamment l'association des parties prenantes à l'élaboration du plan, c'est quelque chose, en tout cas pour ce premier exercice, qu'on a fait à minima et sur lesquels on voudrait travailler maintenant. Alors, pour ceux qui ont déjà suivi donc les séminaires précédents, vous savez que ce plan de vigilance, il doit comporter des mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers trois types de risques, hein, les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes et l'environnement, qui résultent des activités de la société, de celles de ses filiales et celles de ses sous-traitants. Donc, on voit bien que pour une entreprise industrielle comme la nôtre, effectivement, une entreprise industrielle a des impacts sur l'environnement, que au travers de ses salariés, de ses sous-traitants, mais aussi des personnes qui sont en contact avec les ouvrages de production, distribution, on peut avoir aussi des intérêts, des conséquences sur les questions de santé et de sécurité. Et puis, alors, la question des droits humains, qui est une question très, très vaste, et où on verra quelques exemples, effectivement, de risques de violation des droits humains liés à ces activités ou à celles de nos fournisseurs. Alors, déjà, il faut rappeler que cette loi, c'est le devoir de vigilance des maisons mères. Et donc, pour le groupe EDF, la maison mère, c'est donc EDF SA, qui est une société qui est donc basée en France et qui a un certain nombre de grandes directions de production, donc toute la production thermique et nucléaire et hydraulique en France, mais aussi donc la direction commerce, et puis une direction internationale qui prend en charge quelques grands projets de développement international. Mais c'est aussi donc toutes les filiales, toutes les filiales étrangères, qu'elles aient ou non plus de 5000 salariés, et en particulier, donc on a au moins 2 grosses filiales qui sont EDF Énergie en Grande-Bretagne et Edison en Italie, qui sont donc couvertes par le plan de vigilance, et puis des filiales en France, notamment donc EDF Énergie Nouvelle, donc qui conduit des projets en France et à l'international en matière de développement d'énergie renouvelable. Et puis notre filiale qui s'appelle Dalkia, qui est une filiale qui propose des services énergétiques à nos clients. Alors, on a quelques spécificités aussi, puisque le réseau de transport RTE est une filiale d'EDF et maintenant de la Caisse des dépôts, mais a une indépendance de gestion, donc eux, ils font leur plan de leur côté. Enedis, qui est ce que vous connaissez, puisque c'est en tant que client d'EDF, en tout cas pour les Français, vous êtes en contact avec Enedis. Eux aussi, donc,
ont fait leur propre plan, mais en liaison avec nous. Et puis Framatome nous a rejoint en 2018, et donc dès 2019, on va intégrer Framatome dans notre plan de vigilance. Framatome étant la société qui fournit du matériel pour construire les centrales nucléaires. Une chose intéressante quand même, et je vous disais en introduction que cette loi avait aussi permis de faire travailler les directions du groupe ensemble et de décloisonner. On a commencé en faisant un petit groupe de travail qui a associé la direction développement durable, donc en tant que pilote, et puis les autres directions, à la fois fonctionnelles comme la direction juridique ou la direction des risques, qui était un peu en appui, ou la direction éthique et conformité, qui elle avait à mettre en œuvre la loi Sapin 2 sur la lutte contre la fraude et la corruption. La direction des achats qui, elle, conduit toute la démarche achat responsable et qui, effectivement, a un rôle tout à fait fondamental puisqu'elle est en interface avec, en tout cas, les 40 000 fournisseurs de DFSA. Et puis, donc, les entités du groupe, notamment celles qui portent des projets à l'international. Donc, c'est toutes ces directions qu'on a fait travailler pour essayer de trouver la matière du plan de vigilance, identifier les risques et voir comment déjà l'entreprise abordait ces questions. Et pour ça, donc, déjà, elle s'appuie sur un corpus existant. Et donc, je vous ai cité nos engagements en termes d'objectifs de responsabilité d'entreprise, mais en fait, le président a souhaité que nos politiques soient toutes réécrites et soient concentrées en un nombre restreint de politiques, et on a une quarantaine de politiques et notamment donc une politique développement durable dans laquelle on fait référence d'ailleurs au plan de vigilance et au respect des droits de l'homme, puisque c'est un des points forts, c'est aucune violation des droits de l'homme dans l'ensemble de nos activités, celle de nos filiales ou celle de nos fournisseurs. C'est un engagement fort d'une de nos politiques, qui est la politique développement durable. Dans la politique achat, on retrouve la démarche achat responsable. Dans la politique santé, sécurité, groupe aussi, on retrouve un certain nombre d'éléments. Donc déjà, à la fois au travers des politiques et d'un certain nombre d'engagements internes et externes. Dans les engagements internes, on retrouve la charte éthique, les chartes développement durable qu'on fait signer à nos fournisseurs, et puis en externe, l'adhésion à certaines initiatives. On est membre depuis 2001 du Global Compact des Nations Unies. Et puis, on a, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, depuis 2005, un accord cadre international avec les syndicats du groupe, et on vient de le renégocier. Il va être signé le 29 mai à l'OIT, en présence du secrétaire général de l'OIT, par notre président et par 2 fédérations syndicales internationales, donc Industrial et ISP. Et une des avancées en fait dans cet accord, c'est le fait qu'on parle du plan de vigilance et que le plan de vigilance fera l'objet d'un suivi dans le cadre du suivi de cet accord. Donc ça, je crois que les syndicats étaient tout à fait intéressés par ça. Et puis, on a aussi embarqué le contrôle interne, puisque alors c'est un peu c'est un petit peu aride tout ça, mais c'est vrai que tous les ans, on doit vérifier qu'on applique bien les politiques, et on a donc depuis l'an dernier fait une fiche plan de vigilance pour s'assurer que toutes les entités ont bien intégré dans leur système de management cette idée d'identifier les risques et de les mettre sous contrôle. Donc rapidement, donc tout ça est assez classique, c'est-à-dire qu'on a écrit ce plan de vigilance qui se trouve dans notre document de référence qui est public, que vous pouvez trouver facilement sur edf.fr. Autre point important de la loi qui est le mécanisme d'alerte. Alors le mécanisme d'alerte, en fait, pour recueillir les signalements
et d'éventuels manquements. Le choix qui a été fait par le COMEX, donc le comité exécutif d'EDF, c'est que ce soit un mécanisme qui soit commun à celui qu'on est en train de mettre en place pour la loi Sapin 2 et qui va être lancé au mois de juin. Donc là, on est en train de mettre les derniers. On a choisi un prestataire allemand qui s'appelle BKMS et il y aura un site internet sur lequel en fait, l'alerteur pourra se connecter et les échanges se feront dans des boîtes complètement sécurisées, c'est-à-dire que ça ne passera pas par les messageries externes, on créera une boîte et on aura la possibilité donc de traiter les alertes. Donc les alertes éthiques proprement dites seront traitées par la direction éthique et les alertes devoirs de vigilance seront traités par la direction développement durable. Donc je vous disais aussi que l'association des parties prenantes avait été un petit peu limitée dans un premier temps. Donc assez naturellement, on en a parlé à nos organisations syndicales. Enfin, on a un dialogue social qui est assez riche à EDF et donc moi c'est un peu ma fierté d'avoir intégré ce plan de vigilance dans le nouvel accord mondial. Mais on a aussi profité d'associations auxquelles on participe comme EDH pour échanger sur un certain nombre d'éléments du plan. Alors, comme on a peu de temps, je voulais avoir quelque chose un petit peu concret. J'ai choisi 3 exemples qui étaient déjà de dire finalement comment on s'assure que nos fournisseurs effectivement se comportent bien et qu'est-ce qu'on fait pour vérifier effectivement ce comportement, c'est ce que demande la loi. Deuxième exemple, l'approvisionnement en combustible qui est quelque chose qui est aussi un peu sensible, puisque le combustible, que ce soit le charbon, le pétrole, l'uranium, ça va de la mine à la centrale, en passant par le transport et que aux différentes étapes, on peut avoir des questions environnementales, des questions sociales, des questions de droits de l'homme qui se posent. Et puis je voudrais terminer par le projet, un projet industriel alors là, un projet important et qui a été travaillé depuis des années, qui est le barrage de Nartigal au Cameroun. Pour vous, je prétends pas qu'on ait la martingale pour traiter des achats, mais la façon dont on s'y est pris, c'est que on a 40 000 fournisseurs actifs. On s'est focalisé sur les 3 000 fournisseurs les plus importants, selon la loi, ceux avec lesquels on a des relations commerciales établies et surtout qui sont titulaires de marchés de plus de 400 000 euros. Et sur 272 segments d'achat, on a essayé de caractériser, alors je ne rentrerai pas dans le détail, mais au travers de critères sociaux, environnementaux, droits de l'homme, risque de corruption, ceux qui pouvaient présenter des risques particuliers. Et donc on a identifié sur les 272 segments d'achat, 16 qui ont des risques majeurs, 33 qui ont des risques forts et d'autres qui ont des risques moyens. Alors ça dépend effectivement à la fois de la nature du contrat, de la localisation de ces fournisseurs, et derrière en fait on met en place en fait un dispositif. Alors pour vous donner un exemple de secteur à risque, c'est un petit peu intuitif, mais on sait que l'approvisionnement en matériel bureautique et informatique, l'habillement, parce que là, ça va de la fibre à la confection, à la teinture, etc. Les centres d'appel, alors les centres d'appel, c'est un contrat moi que j'ai suivi depuis longtemps, puisqu'il y a un label social des centres d'appel qui avait été lancé il y a très longtemps par Jean-Louis Borloo, et on a été une des premières entreprises à être labellisée. En France, le choix qu'on a fait, c'est de garder nos centres d'appel en France, mais EDF Energy, par exemple, notre filiale britannique, a à peu près 30% de ces centres d'appel qui sont offshore, notamment en Inde, et donc moi je m'assure auprès d'EDF Energy, effectivement, c'est dans notre rôle de maison mère qu'effectivement il n'y a pas de problème dans ces centres d'appel.
Bon, la question du gardiennage des sites industriels, c'est un problème assez classique en matière de droits de l'homme, notamment à l'étranger, de s'assurer que les gardiens qu'on recrute sont bien formés. Là encore, activités industrielles, des activités de dépollution, désamontage des sols, des bâtiments, c'est quelque chose sur lesquels, alors là, les questions de santé et sécurité sont primordiales, de même que les questions des produits chimiques. Alors, je rajouterais peut-être à ça une question que vous avez peut-être vue dans un précédent webinaire, qui était la question du cobalt. On vient d'annoncer, donc justement à l'Assemblée générale, un plan batterie, un plan stockage, puisque vous savez que les énergies renouvelables, c'est très bien, mais le problème, c'est qu'elles sont intermittentes, et que donc et qu'aujourd'hui, l'électricité, c'est quelque chose qui est consommé en même temps qu'elle est produite, et que le stockage, c'est un vrai sujet, mais donc il y a un plan très ambitieux en matière de stockage, et dans ces batteries qui servent au stockage, eh bien, on retrouve du cobalt, et on sait qu'effectivement, il faut tracer un peu l'origine de d'où provient ce cobalt pour s'assurer qu'il n'a pas été produit dans des mines artisanales avec de la main-d'œuvre infantile. On a aussi dans la même veine un projet qui est de faire passer tous nos véhicules, les véhicules d'EDF à l'électrique d'ici 2030, et là aussi on retrouve des batteries lithium-ion qui contiennent du cobalt. Alors ces fournisseurs, les 3000 fournisseurs qu'on a identifiés, et notamment ceux qui sont des fournisseurs considérés comme à risque, on leur demande dans un premier temps de s'auto-évaluer sur une plateforme qui s'appelle Acesia. Alors, vous connaissez peut-être plus, parce qu'elle est peut-être plus connue, la plateforme EcoVadis. Acesia, c'est une plateforme équivalente qui a été développée par l'AFNOR. Et donc nous, on a préféré cette plateforme à celle d'Acesia parce qu'en plus de questionnaires RSE génériques, on pouvait customiser et mettre des questionnaires plus centrés sur les métiers, donc les types d'activités. Donc il y a cette auto-évaluation, mais cette auto-évaluation après est vérifiée par Acesia, donc qui revoit la note en fonction des documents qui auront été fournis. Et puis on a en tant que de besoin, quand on a des doutes, on peut diligenter un certain nombre d'audits, et en fonction des résultats des audits, on voit avec le fournisseur comment on peut mettre en place un plan d'action, et ça peut aller aussi jusqu'à la rupture des relations si on constate qu'il y a véritablement des non-conformités. Je vais un petit peu vite, mais j'espère qu'on aura un petit peu de temps pour les questions. Je crois que j'ai combien, Natacha? Alors, il te reste 1 minute, mais ça tombe bien parce que tes dernières slides sur le projet camerounais permettront de répondre à une des questions des participants. D'accord. Donc, alors, je vais très vite sur l'approvisionnement en charbon. Donc, c'est effectivement, il y a maintenant 6-7 ans, avec un certain nombre d'autres électriciens européens, on a ressenti le besoin d'avoir une initiative commune sur l'approvisionnement en charbon parce que les électriciens faisaient l'objet de critiques d'un certain nombre d'ONG sur leur approvisionnement en charbon, notamment sur les conditions sociales dans certaines mines, notamment en Amérique latine. Et effectivement, les risques qui peuvent venir de toute la chaîne, depuis la mine jusqu'à le transport, jusqu'à l'arrivée dans la centrale, et puis des questions aussi de trading financier. Donc, ça rejoindra peut-être après l'exposé de Cécile. Et donc, notre modèle Better Call, ça consiste à avoir un code de conduite, de faire aussi donc des auto-évaluations et des audits, et puis d'essayer de faire améliorer les conditions de travail. Mais effectivement, aujourd'hui, le charbon, c'est une activité chez nous. Alors certains autres électriciens, comme Dong, qui s'appelle Ørsted maintenant, qui est un électricien danois, est carrément sorti du charbon. Alors je crois aussi, ça sera
une question, c'est que il y a aussi un certain nombre de banques qui ont annoncé qu'elles ne financeraient plus des projets au charbon, et nous, on a encore donc 2 centrales qui sont appelées effectivement à s'arrêter dans quelques années. Alors, sur le projet du barrage, effectivement, quand on construit un barrage, effectivement, on a effectivement beaucoup de sujets à couvrir. Et pour ça, aujourd'hui, sur nos grands projets, on se réfère à des référentiels internationaux, soit des banques de développement, soit de la Banque mondiale, soit donc il y a notamment un référentiel qui s'appelle IFC et qui couvre bien. Alors on le voit bien tous les. Je ne sais pas si je vois. Oui. Excusez-nous, on fait des petits réglages pour vous permettre de mieux voir. Donc c'est juste très rapidement, vous voyez que finalement quand on a un projet industriel, il faut couvrir tout un tas de questions, donc qui sont en lien avec des questions environnementales, des questions sociales. Dans un certain nombre de pays, on a aussi des terrains qui peuvent être occupés par des peuples autochtones qui ont un héritage culturel, et donc tout ça doit être complètement intégré dans le projet. On a eu il y a quelques années donc un projet au Laos qui s'appelle Namteun, et l'ensemble de l'investissement social et environnemental du projet représentait à peu près 30% du coût du projet, donc ce qui est énorme. Et donc sur ce projet de Nartigal, donc au Cameroun, on a donc ça fait à peu près 10 ans que même un peu plus maintenant que les études environnementales ont commencé. Après, il y a eu donc 5000 personnes dans 38 villages qui ont été impliqués dans ce projet. Et là, donc, on a mis spécifiquement pour ce projet un mécanisme de transparent et simple de gestion des plaintes et des requêtes. Et donc, sur le site du projet, à Nartigal, c'est très bien expliqué. Et on voit par exemple qu'on a reçu depuis 2015 360 plaintes et que 362 plaintes et qu'il y en a 360 qui ont été traitées. Donc, vous voyez que ce système d'alerte, il est pas inutile, parce que même si on rencontre les populations, je pense que ce système d'alerte, il va permettre justement d'améliorer le projet. Ouais. Voilà, donc je termine en disant, ben voilà, donc on a fait ce premier exercice, mais que c'est pas un brouillon de plan de vigilance, mais en tout cas c'est quelque chose qui est encore imparfait, et qu'on a déjà un programme de travail, notamment sur d'améliorer la cartographie des risques, de revoir notre grille de criblage des projets, puisque chaque fois qu'il y a un nouveau projet, en fait, la direction développement durable est associée à l'évaluation de ce projet sur des aspects socio-environnementaux. La mise en place opérationnelle donc du dispositif d'alerte, donc ça sera au mois de juin. On est même arrivé donc à revoir certaines politiques du groupe, notamment la politique achat, donc on va renforcer sur ce domaine-là. Et puis déjà donc se préparer au bilan qu'on aura à faire dès la fin de l'année pour être publié au début de l'année prochaine. Voilà. Eh bien, merci Pierre pour ta présentation. Une partie de la présentation a permis de répondre à une question que nous avions concernant un exemple en fait de concertation préalable à la mise en œuvre d'un projet. On avait une autre question, parce qu'on a plusieurs séries de questions. Donc, par rapport au mécanisme de concertation, il y avait une autre question qui est celle de la manière dont EDF s'assure que ces mécanismes de concertation sont transparents, en fait. Et qu'on touche un peu du doigt à la question de l'identification des parties prenantes. Enfin, ça, on a une autre série de questions sur les audits et vérifications et sur la protection des lanceurs d'alerte. Donc, je te laisse répondre à la première et puis après, je te... Oui, alors vous avez vu que
dans nos 6 objectifs de responsabilité d'entreprise, il y a un objectif qui est spécialement dédié aux questions de concertation. Et donc ça, c'est un engagement fort. La concertation, bon, c'est aussi une question d'acceptabilité de ces projets. Donc ça, c'est une démarche qu'on est en train de construire, enfin on est en train de prolonger et d'outiller justement pour s'assurer que déjà les parties prenantes soient identifiées, qu'elles aient connaissance de ces dispositifs. Je crois qu'il y aura toute une communication à faire autour des dispositifs d'alerte aussi, donc ça on le verra, et surtout de voir comment on va traiter ces alertes, parce que c'est assez délicat. Il faut à la fois garantir l'anonymat du lanceur d'alerte s'il le souhaite, mais en même temps il faut aussi obtenir un certain nombre d'éléments factuels pour pouvoir traiter cette alerte. Par rapport au mécanisme d'alerte, on avait 2 questions des participants. La première concerne la vérification de la manière dont travaille l'entreprise allemande que tu as mentionnée et qui est chargée de la mise en œuvre de ce mécanisme d'alerte. Et l'autre porte sur la protection des lanceurs d'alerte, notamment à l'étranger, enfin hors de France. Est-ce que vous avez déjà une réflexion aboutie sur ce sujet, ou est-ce que ça fait partie des chantiers que tu mentionnais? Alors, pour ce qui est du choix qui a été fait du prestataire, effectivement, si vous allez sur son site, vous pouvez voir toutes les grandes entreprises mondiales qui travaillent avec lui, et vous pouvez même faire des alertes sur ces entreprises. Et on a choisi d'ailleurs un prestataire allemand pour qu'il n'y ait pas non plus d'interaction avec les États-Unis, parce que sinon il y a toujours des difficultés quand on a une interaction avec les États-Unis notamment. Pour ce qui est de la confidentialité, dans la mesure où c'est vraiment un dispositif qui a été bâti pour la loi Sapin 2. La loi Sapin 2, effectivement, dit beaucoup plus de choses que la loi devoir de vigilance ne dit pas grand-chose, en fait, en dehors du fait qu'il faut mettre en place un dispositif d'alerte, alors que la loi Sapin 2 garantit effectivement tout à fait la protection du lanceur d'alerte. Alors même si dans la loi Sapin 2, c'est plutôt les salariés et pas les tiers. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de travailler avec la CNIL, puisque avec la directive des GPR, on n'a plus à faire de déclaration disons que la déclaration à la CNIL évolue et que on est plus sur une étude d'impact. Et on est en train justement de réaliser cette étude d'impact. Et effectivement, c'est une question importante de savoir comment ces lanceurs d'alerte seront protégés. Mais déjà, le fait que ça ne circulera pas par mail, par exemple, il n'y aura pas de possibilité de piratage des conversations et des échanges puisque ça reste à l'intérieur de la boîte confidentielle. D'accord. On avait une question aussi concernant... Alors, il y avait une autre série de questions sur les audits et la vérification, mais je pense que si ça vous ennuie pas, qu'on va la garder pour la série de questions générales. On avait une question plus spécifiquement adressée sur la mutualisation en fait du plan de vigilance. Est-ce que vous avez une initiative sectorielle sur ce sujet-là? Parce que tu nous as dit qu'il y avait des initiatives sectorielles autour de Better Call, par exemple. Est-ce que... Oui, alors en tant que plan de vigilance, on a déjà au sein de Entreprises pour les droits de l'homme, donc c'est donc 17 grandes entreprises françaises qui travaillent sur cette question des droits de l'homme, et on a déjà dans le cadre de nos activités prévu un certain nombre de séances, notamment sur le partage de la cartographie des risques, la méthodologie, parce que effectivement la loi la loi ne donnait pas, parce que la loi devait faire l'objet d'un décret qui probablement ne verra jamais le jour, mais je pense que toutes les entreprises se demandaient un peu quelle forme devait prendre le plan de vigilance, quelle forme devait prendre une cartographie. Donc ça, c'était au sein des échanges. Ça, c'est un premier point. Et puis, de façon plus générale, on essaye de travailler avec d'autres électriciens européens, même internationaux, sur un projet qui s'appellerait Responsible Renewables, c'est sur les énergies renouvelables, comment rendre un projet d'énergie renouvelable, donc éolien ou solaire,
socialement responsables. Et c'est un travail qu'on conduit avec le Danish Institute. Et l'idée, c'est effectivement, alors je ne sais pas si on ira jusqu'à un code de conduite mais plus un guide. Je pense un guide qui serait un guide d'identification des risques spécifiques aux projets d'énergie en matière d'énergie renouvelable. Et je pense que ça peut être utile parce que même si c'est des projets qui sont beaucoup moins importants que des projets de barrage, où là véritablement, effectivement, surtout quand ils sont financés par avec des fonds, des banques de développement, il faut véritablement faire beaucoup de reporting, mais ceci dit, on a aussi à travailler là-dessus parce que c'est des projets qui ont des impacts en particulier sur les populations locales. Merci Pierre, je pense.